Vive tension dans la matinée de ce jeudi 11 décembre au quartier d'Eido à Douala. Un agent de police a ouvert le feu sur un conducteur de moto-taxi vers 3 h du matin alors que celui-ci était stationné après avoir déposé une cliente. Âgé de 35 ans, Mustapha, originaire de Touboro dans la région du Nord et conducteur de moto-taxi depuis 9 ans à Douala, a été immédiatement transporté à l'hôpital à Kintini pour une prise en charge rapide. Les mains encore ensanglantées, il raconte sa version des faits. Ça s'est passé à 3h30 le matin. Donc, il y avait déporté un client de montant américain de Panda. Il m'a dit que donc, je reste à l'hôtel Madiba à Aquanon. Bon, j'ai porté un client maintenant. On est arrivé au niveau de l'hôtel Madiba à Aquanon. Donc, il a descendu. Il m'a donné 500. Donc, comme il a dit que je prends 300, j'ai remboursé 200. Donc, à ce temps, j'ai traversé maintenant la route. Il s'est garé à côté, il a sorti mon téléphone. Je vais juste regarder là. Les gens ont marqué mon téléphone comme ça, l'Android. Je vois que les policiers, ils ont arrêté. Ils ont venu 3 personnes. Ils ont parti sur la moto. Donc, c'est le bicycle qui les a portés. Ils étaient 3. Ils ont quitté le Bonamoussadi. Donc, ils sont arrivés comme ça. Ils ont garé à côté de moi. Il m'a dit que monsieur, qui fait quoi ici? Je dis que non. Ça a été regardé juste là. Parce que je viens de déposer maintenant un client ici, je travaille. Donc, je vais seulement regarder là, après je pars. Il m'a dit que non. Descends d'abord. Je dis que mais descends par rapport à quoi? Il m'a dit que descends sur la moto, monsieur. Je voulais descendre encore l'autre, il m'a poussé une fois. Je suis tombé. Il dit que mais tu deviens encore la bagarre. Il y a quoi? Il y a quoi? Vous voulez quoi? Une vive altercation entre ce conducteur de moto-taxi et les policiers va suivre. Au cours de celle-ci, la victime va sortir une arme blanche malgré les injonctions des forces de l'ordre. Il m'a dit que donc tu parles à un policier, donne d'abord la clé de la moto. Il dit que ne donne pas la clé de la moto parce que je ne vois pas d'abord la preuve par rapport à quoi que vous venez vraiment m'arrêter ici. Donc l'autre m'a dit que donc tu parles fort. Hein. L'autre une fois alors. Bon, moi aussi, donc, comme je vois que donc, ils sont en train de pousser, me bousculer, taper. Ici, parti une fois, soulever le coussin de ma moto. J'ai sauté une tournevis là. Bon, le chef a dit que bon, donc, tu marches avec l'arme. Il dit que je ne marche pas avec l'arme, parce que c'est vous qui avez commencé. Moi aussi, là, vraiment, ils sont de travail. Il m'a dit que donc c'est comme ça. Il a sorti une fois l'arme, il a dit que dépose une fois là, le tournevis là. Il a dit qu'il ne dépose pas. Si tu veux tuer, il ne dépose pas. Sur ces entrefaits, le coup de feu serait parti et la victime affirme avoir été atteinte au niveau de la poitrine. Après, donc, ils ont appelé le pick-up une fois. On m'a porté, on m'a mis derrière le pick-up. On m'a amené ici alors, au hôpital de la Kintini. Mais c'est pas moi, c'est pas moi. À ce temps, vraiment, comme on m'a tiré, tu sais que donc, le sang coulait beaucoup. Bon, je suis juste évanoui. C'est pas vraiment, c'est pas moi. Une information qui bat en brèche la rumeur annonçant le décès du conducteur de moto-taxi. Et au moment où nous produisons ce reportage, les autorités n'ont pas encore fait de communication officielle sur les circonstances de cet incident. Issa Chiroma Bakary conteste toujours les résultats de la présidentielle au Cameroun du 12 octobre. On en parle avec Maître Alice Comme. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate et porte-parole d'Issa Chiroma Bakary. Depuis son départ en exil en Gambie, comment va-t-il? Il va très bien, parce que je le reçois au téléphone pratiquement tous les jours pour justement moi-même prendre de ses nouvelles, savoir comment il va, comment il supporte cet exil forcé et injuste, parce que le président de la République sortant, qui est quand même là depuis 43 ans, c'est-à-dire qu'il briguait un 8e mandat, est celui-là même qui aujourd'hui ne veut plus respecter la volonté du peuple, et qui a été consulté le 12 octobre dernier pour élire le président de la République du Cameroun. Surprise, là où on n'attendait pas, c'est M. Issa Chiroma qui effectivement a fait une magnifique campagne tout le long de sur tout le pays, toute l'étendue du territoire. Tout le monde l'a vu, il a drainé des foules immenses
Et c'est non pas M. Kamto qu'ils avaient pris le soin d'éliminer, tellement ils voulaient absolument que ce soit M. Biya. Ils ont tout balayé, et puis arrive Zoro, Issa Chiroma, sur qui la majorité des Camerounais a porté son choix pour qu'il soit le président de la République du Cameroun pour les 7 prochaines années. Et c'est ce qu'il revendique, Issa Chiroma Bakary, qui avait appelé aussi à des opérations ville morte, mouvement de contestation, qui semblent faiblir. Difficile de ne pas se décourager quand le leader que les manifestants soutiennent est en exil et absent aujourd'hui. Oui. Mais ça, c'est une des choses que moi, en tant que membre du peuple souverain, détenteur du pouvoir souverain, une des choses qu'on peut reprocher à M. Biya. Parce qu'il a eu besoin de ce peuple pour faire de lui un président qui est là depuis 43 ans, qui a eu 7 mandats, et aujourd'hui, parce que ce peuple s'est prononcé en faveur d'un candidat qui n'est pas lui, il s'impose comme le président de la République du Cameroun. Mais aujourd'hui, Maître, comment mobiliser votre base alors qu'elle semble tellement découragée à l'heure actuelle? Mais le peuple n'a pas à être découragé. Il faut quand même que je dise que le peuple, c'est le peuple qui a recruté, qui a voté, qui a exercé son pouvoir souverain, comme il le fait tous les 7 ans, pour nommer le président de la République. Ce n'est pas l'inverse. Le président n'est pas le patron du peuple, c'est le peuple qui est le patron et qui distribue selon les candidats qui viennent lui demander le mandat de 7 ans pour gérer le pays à son lieu et place. C'est le peuple qui a le pouvoir souverain. Mais alors concrètement, quelles actions politiques ou juridiques comptez-vous mettre en place pour revenir au premier plan peut-être sur la scène politique camerounaise? Moi, je suis le représentant je suis le porte-parole du président élu, mais figurez-vous que lui-même n'est pas au pays aujourd'hui. C'est ça. Le président sortant qui a été battu aux élections qu'il a organisées. Donc comment faire concrètement alors il faut que je m'adresse au peuple. Le peuple doit exercer son pouvoir souverain, puisque aussi bien M. Issa Chiroma que M. Biya sont allés vers le peuple pour demander leur nomination au poste de président de la République du Cameroun. Donc le travail du peuple n'est pas terminé par l'élection en tant que telle. Et c'est-à-dire le peuple, évidemment, quand vous avez affecté quelqu'un à un poste pour exercer une fonction, un mandat que vous lui avez accordé, il y a des avantages qui sont attachés à cette fonction. Mais ça passe par des manifestations. Mais le peuple doit utiliser toutes les armes qui sont données au peuple dans un pays démocratique pour exercer ce pouvoir de dire, Monsieur le Président, mais non, parce que l'armée camerounaise que M. Biya veut utiliser aujourd'hui à tort et à travers n'est pas l'armée de M. Biya, c'est l'armée du Cameroun. Mais juridiquement, par exemple, est-ce qu'il y a des recours possibles? Mais quel recours? L'élection est terminée. Donc il n'y a rien à faire. Donc on a été élu. Maintenant, c'est le peuple qui a décidé que c'est M. Issa Chiroma. C'est le peuple qui doit continuer jusqu'à ce que M. Chiroma Continuer à faire quoi, maître? Mais continuer son travail, son pouvoir et l'exercer jusqu'au bout. Mais pour le moment, là, dans les semaines à venir, que faire? Ce n'est pas moi qui vous lis. Je vais demander au peuple d'aller jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, on pense que quand on a élu un président de la République au cours d'une élection, donc quitte à manifester, c'est pas le candidat à quitte à manifester encore et quitte à risquer sa vie peut-être? Alors, on doit subir la dictature d'un individu? Ce n'est pas un peuple, ça, pour moi. Je n'appartiens pas à ce genre de peuple. Le peuple a le pouvoir souverain sur le président de la République. Il doit l'exercer et amener, forcer le président de la République à quitter le pouvoir pour qu'on installe celui que le peuple a désigné lors des élections du 12 octobre. Alors, le peuple doit toujours montrer que c'est lui qui est plus fort que le président de la République. Depuis les élections, il s'en est passé des choses au Cameroun, la mort en détention d'Anis Kané, les arrestations d'opposants. Comment réagissez-vous à cela? Vous savez, c'est quand le président Biya doit se sentir justement mal dans sa peau. Parce que pour être sûr de gagner cette élection, il a fait arrêter le président Ekané, qui aujourd'hui est décédé, en détention à la gendarmerie, à Yaoundé. Il a fait arrêter M. Diokam Tchameni. Il a fait arrêter un autre monsieur dont j'oublie rapidement le nom. Pour que justement, ces personnes-là ne puissent pas conduire le peuple souverain dans
jusqu'au bout de la décision qu'il avait à prendre lors des élections. Vous parliez Ce n'est pas pour rien. Pardon? Vous parliez de peuple, le parti d'Issa Chiroma Bakary, le FSNC, a boycotté les élections régionales du 30 novembre. Envisagez-vous d'étendre ce boycott aux législatives et municipales à venir en 2026? Mais ce n'est pas le parti qui... C'est le peuple qui est souverain, c'est ce que je viens de vous dire. Ouais. Nous, les dirigeants mais justement, le peuple a ce pouvoir de boycotter. Non seulement de boycotter, mais de contraindre son mandat. C'est lui le mandataire, le président de la République. Il n'est pas le mandant. On ne peut pas laisser un individu s'asseoir sur la tête du peuple et diriger le peuple. C'est l'inverse. Vous croyez à un possible changement Mais je vais demander au peuple d'aller jusqu'au bout. Quand le président de la République nomme un fonctionnaire à un poste, qu'il l'éloigne de sa maison, qu'il le déplace vers une autre localité, on lui donne un billet d'avion, de transport pour lui et sa famille. On lui donne un logement, et ce logement s'appelle le Palais d'Etoudi. Le peuple doit aller jusqu'au bout du processus qui a commencé le 12 octobre. Alors, oui, il y a effectivement... Ce n'est pas le candidat qui a cette charge-là. Ce n'est pas le candidat, c'est le peuple. Mais est-ce que vous Donc, il faut demander au peuple d'aller jusqu'au bout de sa logique, jusqu'au bout de son pouvoir qui a commencé. Dit, Maître Alice Gomme, vous attendez quand même quelque chose des instances régionales, continentales, je pense par exemple à l'Union africaine ou autre? Écoutez, il faut d'abord que ce soit le peuple camerounais qui a voté, hein. Moi, je demande... Après, lorsque le peuple camerounais sera en train d'exercer ce pouvoir, d'amener à Etoudi la personne qui est sortie des vainqueurs des urnes le 12 octobre 2025, à ce moment-là, s'il y a des problèmes, la communauté internationale avec laquelle on partage les valeurs de la démocratie, des droits de l'homme, etc., doit se sentir interpellée à ce moment-là et appuyer l'action que le peuple camerounais a commencé. Parce que c'est une action qui repose sur les mêmes lois internationales qui sont votées à New York, aux Nations Unies, l'Union africaine, et que ça concerne tout le monde. Et que ce sont des lois qui doivent être respectées par tous. On ne peut pas imaginer qu'on puisse dire, oui, vous pouvez tous respecter les lois internationales qui sont au-dessus des lois nationales chez nous. Hein. Le principe de la hiérarchie des femmes, oui, on ne peut pas dire, oui, il faut respecter ça, mais M. Biya, vous êtes dispensé de le faire. Ce n'est pas possible. Merci Alice Komabou. Je rappelle que vous êtes avocate et porte-parole d'Issa Chiroma Bakary. Merci. Mes chers compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. Est-ce que vous savez que le cabinet qui a sponsorisé la campagne d'Issa Chiroma, ce cabinet a acheté même déjà nos ressources minières avant même que Issa Chiroma ne soit président, contre le financement de sa campagne. C'est un cabinet qui s'appelle Eric Diamantiste. Le nom est même d'abord révélateur. Eux, ils font dans l'extraction des ressources naturelles des pays africains. Ça voudrait dire qu'eux, ils fonctionnent comment? Quand ils voient un Africain qui veut trahir son pays, qui veut trahir sa nation, qui veut être président, eux, ils lui disent, nous, on va financer ta campagne. Mais sache que quand tu vas gagner, nous, on fait dans les ressources minières. Tu vas nous donner tel contrat, tu vas nous donner tel contrat. Et si jamais tu perds même les élections, nous, comme on a des relations aux Nations Unies, on va porter plainte là-bas, on va financer tout ça pour t'aider à prendre le pouvoir. Exactement comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, ce cabinet qui a financé Issa Chiroma et en contrepartie, Issa Chiroma les a promis de leur donner nos ressources minières et de re-signer tous les accords que notre chef d'État, Paul Biya, a refusé de signer, a porté plainte au Cameroun aux Nations Unies en espérant que on va écoper des sanctions et tout, avec tout ce qui suit, parce que les Issa Chiroma ont essayé les villes mortes pour essayer d'appauvrir le peuple. Ils n'ont pas pu, parce qu'ils se rendent compte que les Camerounais ne se révoltent pas parce que les Camerounais vivent bien. Les Camerounais ont une belle vie. Donc là où ils sont là maintenant, ils veulent appauvrir les Camerounais en espérant que si les Camerounais souffrent, les Camerounais ont faim, ils vont se révolter.
Donc, ils sont allés du côté des Nations Unies maintenant. Et je vous disais ici qu'il n'y a aucun pays qui sort du néocolonialisme sans être déstabilisé. Je vous prenais l'exemple des pays de l'AES qui ont déjà écopé des sanctions. Hein? Ils ont déjà été sanctionnés par les Nations Unies. Mais ils tiennent bon. Mais du côté du Cameroun, jusqu'ici, Paul Biya est trop sage. Il joue avec beaucoup de malice. Ça fait que le Cameroun n'a occupé aucune sanction. Et nous avons là maintenant certains Camerounais, c'est-à-dire, quand vous sortez de l'obscurantisme, vous voyez ce qui se passe autour de l'Afrique. Vous perdez le sommeil. Vous vous dites, l'Afrique est finie d'avance. L'Afrique est mal partie. Parce qu'en Afrique, il y a une partie de la population qui veut bien être sauvée. Il y a une autre partie qui veut réenchaîner l'Afrique et qui présente ça comme si c'était la libération. Les gens viennent dire souvent ici, quand Paul Biya va partir, on sera libéré. Mais moi, je suis étonné. Je dis, mais vous parlez de quelle libération? Vous voulez parler du réenchaînement? Vous ne vous rappelez pas que peut-être beaucoup des jeunes d'aujourd'hui n'étaient pas là. À l'époque d'Ahidjo, quand Ahidjo est parti, il y avait des liesses populaires dans tout le Cameroun. D'ailleurs, c'est pour ça que Paul Biya, qui était venu comme nouveau président, on l'avait fait entrer dans tous les lieux saints de chefferie. Il avait reçu les bénédictions, l'onction de toutes les tribus. Parce que tout le monde était content de voir le départ d'Ahidjo. Je ne sais pas pourquoi les Africains sont comme ça. Mais 20 ans, 30 ans après, les mêmes gens qui étaient contents de voir le départ d'Ahidjo ont commencé à dire que c'était la belle époque. Vous connaissez quel pays africain? Citez-moi un seul pays africain où le gouvernement a changé et ce pays est devenu prospère. Le dernier pays où il y a eu alternance que nous avons là, que nous voyons sous nos yeux, c'est le Sénégal. Un leader politique qui voulait vendre aussi nos ressources aux Occidentaux contre le pouvoir qu'on appelle Kamto, a même osé faire un discours à Paris et dire qu'il y a eu seulement 50 morts. Ils ont obtenu le pouvoir. Comme pour dire que pour obtenir le pouvoir, c'est au prix du sang. Et que le sang qui avait été versé au Sénégal pour obtenir le pouvoir n'était pas beaucoup. Et que les Camerounais devaient en faire autant aussi. Mais maintenant, le résultat c'est quoi après les 50 morts? C'est que les Sénégalais ne sont pas contents. Il y a un jeune Sénégalais qui a déchiré la photo de Diomaye Faye. Diomaye Faye l'a envoyé en prison. Hier qui parlait de démocratie, hier qui avait les grands mots, a envoyé quelqu'un en prison seulement parce que la personne a déchiré sa photo. Les Sénégalais ne sont pas contents. Rien ne se passe comme ils avaient prévu. Tout va mal. Et ça a toujours été comme ça dans toute l'Afrique. Quand on change un chef d'État, c'est parce qu'on se rend compte que le chef d'État devient déjà sage. Le chef d'État veut sortir de son pays du néocolonialisme et de la galère. On met un nouveau qui a vide du pouvoir, qui va consolider tous aux Occidentaux à condition qu'on l'aide à arriver au pouvoir. Voilà la réalité de l'Afrique. Voilà la réalité du Cameroun. Ce qu'avant que Issa Choroma ne parte même aux élections présidentielles de 2025, il avait déjà vendu nos ressources à un cabinet qu'on appelle Éric Diamantaire. Ce cabinet devait financer sa campagne présidentielle contre les ressources qu'il allait leur donner après avoir gagné. Voilà la réalité en Afrique. Ce que Issa Choroma nous avait déjà vendu même avant d'avoir gagné les élections. Et c'est ce cabinet qui est en train de se démener maintenant aux États-Unis pour que le Cameroun soit frappé de sanctions. Donc en clair, le travail que Issa Choroma est en train de faire après avoir perdu les élections, c'est de pourrir la vie de tous les Camerounais. C'est ça son travail. Voilà pourquoi l'Afrique est mal partie. Voilà pourquoi l'Afrique ne va jamais évoluer. Parce que 60 ans après cette soi-disant parodie d'indépendance, nous avons toujours des Africains qui cherchent à nous réenchaîner, à nous esclavagiser contre le pouvoir,
Un peu comme à l'époque de la traite négrière, où c'est nos chefs qui nous vendaient aux Occidentaux contre des petites boîtes d'allumettes, contre du lait, contre des petites choses qu'ils n'avaient jamais vues dans leur vie. Eh bien, aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe. Sauf que là, il ne s'agit plus de boîtes d'allumettes, il s'agit des milliards. Il s'agit d'une belle vie. Il s'agit d'avoir l'assurance que toute sa génération sera riche. Il s'agit de s'immortaliser comme le président d'un pays. Parce que quand on est président d'un pays, aussi longtemps que ce pays va exister, on va toujours parler de toi. Ça, c'est une forme d'immortalité. C'est avoir accès à une forme d'immortalité. Allez donc imaginer ce que le petit homme noir peut faire pour être immortel. Oh, vraiment que Dieu nous garde en Afrique. Ce sera très difficile que l'Afrique puisse sortir du néocolonialisme. Parce que derrière, les Blancs travaillent pour nous maintenir dans cette misère. Parce que si on misait en Afrique, ils ont la garantie de bien vivre chez eux. Le jour où on va commencer à bien vivre en Afrique, vous pouvez être sûr que les Blancs vont souffrir beaucoup chez eux. Vous pouvez être sûr qu'ils vont maintenant prendre l'eau pour venir en Afrique. Comme nous prenons l'eau pour clandestiner pour aller en Europe, le jour où l'Afrique, on va bien vivre, parce que l'Afrique est le grenier financier des Occidentaux. Le jour où on va bien vivre en Afrique, ils vont beaux arts pour venir en Afrique. Et ça, avec la mentalité des Africains, des traîtres des Africains que je vois là, ça risque de ne pas arriver. N'importe quoi. La réaction était attendue depuis le réaménagement du staff des Lions indomptables par la Fédération camerounaise de football. À l'ouverture de la réunion préparatoire de la CAN Maroc 2025, le ministre des Sports et de l'Éducation physique donne ce qui pourrait être considéré comme la position des pouvoirs publics. L'État a pris soin de ne laisser prospérer aucune cacophonie, aucune dissonance, aucun tohu-bohu. Nous tenons à réitérer nos félicitations au coach Marc Brice, à l'ensemble de son staff et aux valeureux Lions indomptables. L'État félicite Marc Brice tout en fustigeant l'attitude adoptée par la FECAFOOT au sortir de la réunion de son comité d'urgence le 1er décembre dernier. Les décisions, choix et options de la FECAFOOT ne devraient avoir pour seule motivation et finalité que le triomphe sportif camerounais et au-delà la gloire du football, la gloire des Lions indomptables. Après ce qui passe pour être une mise au point, le MINSEP invite la FECAFOOT à confirmer en urgence la liste finale des joueurs sélectionnés, éviter toute interférence dans des choix qui devraient rester purement sportifs et garantir un environnement qui devrait être tout, sauf pollué. Si la question de l'encadrement technique a occupé l'espace, plusieurs autres points liés au transport, à l'hébergement, au paiement des primes, à la sécurité entre autres, ont été abordés. La FECAFOOT était représentée à la réunion préparatoire de la CAN Maroc 2025 par sa première vice-présidente. C'est une matinée pas du tout comme les autres au parcours Vita de Douala. Même si l'espace reste ouvert au grand public, comme par essence, le directeur de cet espace, Valentin Dior, est désormais interdit d'y accéder. Il a été suspendu et ses bureaux ont été scellés par le maire de la ville. Par ailleurs, président du comité de gestion, le directeur semble ignorer les motivations de cette décision. Moi, je suis arrivé beaucoup plus tôt, comme d'habitude. Il était 6h, 6h50, quand les agents de la communauté urbaine de Douala ont posé les scellés sur ma porte. J'ai demandé les raisons parce qu'ils n'avaient pas de documents. Au moment où ils posaient les scellés, il n'y avait aucune pièce justificative de leur acte. Cependant, en off, des indiscrétions parlent de la conséquence d'une bataille autour de la gestion des revenus publicitaires générés par le parcours Vita et dont le ressort reviendrait à l'équipe opérationnelle dirigeante du parcours Vita, ce d'autant plus que cette infrastructure à caractère sportif est placée sous la tutelle technique du ministère des Sports qui l'a nommé conformément à l'arrêté du Premier ministre de 2012 portant organisation et fonctionnement du parcours Vita.
Nous avons interrogé le directeur du contentieux et des affaires juridiques de la communauté urbaine de Douala pour connaître les véritables raisons de la suspension de Valentin John. En réalité, depuis sa nomination, le directeur, autant pour moi, multiplie des actes de défiance envers le comité de gestion qui est présidé par le maire de la ville. Il empêche la réalisation des objectifs du parcours Vita et notamment du bilan de la ville qui est le principal pourvoyeur de fonds et qui verse au parcours Vita en moyenne 40 millions de subventions par an. Donc il empêche par exemple l'accès au site par des camions d'une entreprise concessionnaire chargée de construire un complexe sportif. Il également s'est illustré par des comportements agressifs à la fois physiques et verbaux à l'égard des partenaires, des prestataires, notamment à l'encontre d'un prestataire en charge de la promotion d'une activité piscicole au sein du parcours Vita. Par ailleurs, le directeur actuel n'a pas daigné procéder à la passation technique avec son prédécesseur malgré les multiples relances de ce dernier. Il produit les comptes d'emploi tardivement. Le directeur du parcours Vita étant nommé par le ministère des Sports, en quelle qualité le maire de la ville prend-il cette décision de suspension? Il est suspendu de ses fonctions sous le couvert, je l'ai dit, de l'article 209 du Code général des CPD qui permet au maire de gérer et d'affecter le personnel placé sous son autorité. Suivant les termes de l'article 1er du protocole d'accord de 1993, le présent, je le cite, le présent protocole d'accord a pour objet le transfert du parcours Vita de Makepe, entre parenthèses, Douala, à la communauté urbaine de Douala. Les autorités administratives ont été saisies et des discussions sont en cours pour trouver une solution définitive et de permettre au parcours Vita de poursuivre sa quête de modernisation pour être entièrement autonome. De Yaoundé à Bafia, la Légion de gendarmerie du centre continue la traque des hors-la-loi. Une descente dans les quartiers Lonkak et Vormbi à Yaoundé vient de mettre à nu un centre médical d'un autre genre. Nous sommes ici à Batan-Lonkak où nous avons démantelé pas seulement un foyer de vente de faux médicaments, mais une auberge abandonnée qui fait office de centre de santé d'un autre genre, où les gens s'injectent la drogue dans un endroit assez malsain, assez lugubre, indigne de recevoir ce genre d'activité. On a mis reconnu des sacs, des dames qui ont été agressées. Ce bâtiment mérite d'être détruit. À Bafia, une opération de la compagnie de gendarmerie a permis de mettre le grappin sur des trafiquants de stupéfiants dont les produits proposés étaient disponibles à foison. Nous avons procédé à l'interpellation de ces deux suspects et une perquisition opérée dans leur domicile a permis la saisie de cette importante quantité de stupéfiants. Nous tenons par la même occasion à réitérer notre engagement à œuvrer pour la sécurité des biens et des personnes dans le département à l'occasion de cette fête de fin d'année. Régulièrement présent sur le terrain, le commandant de la Légion de gendarmerie du centre explique le sens de cette action. Effectuer les licences sur le terrain pour encourager les gendarmes qui font du bon travail dans la lutte contre le trafic, la vente des stupéfiants. Également les populations qui nous enseignent. Donc cette opération est une énième opération qui montre l'engagement et la synergie entre les gendarmes et les populations dans la lutte contre le trafic des stupéfiants. Donc nous sommes là pour montrer aux trafiquants de stupéfiants qu'on ne va pas se fatiguer de les chasser. On va continuer à les harceler autant que possible pour qu'ils comprennent que leur place n'est pas dans le corps social, leur place est en prison. Si les opérations de la Légion de gendarmerie du centre seront accentuées en cette fin d'année, la pression pour assurer la sécurité le sera en permanence dans la capitale et dans toute la région du centre.